Bismillahirrahmanirrahim. On va entamer donc le chapitre sur les conducteurs. On a déjà défini le conducteur comme étant un corps contenant dans sa matière donc les atomes tels qu'ils le forment, contiennent un nombre important de porteurs de charge qui sont souvent des électrons. Et donc on va définir maintenant le conducteur en équilibre. Un conducteur est dit en équilibre lorsque l'ensemble des charges terreaux ne se déplacent pas. Les protons, les électrons, etc. Donc, si elles ne se déplacent pas, c'est-à-dire que leur vitesse est constante. Vitesse constante, la dérivée, vitesse constante nulle. La dérivée d'A, c'est 0. Donc, d'après la relation fondamentale de la dynamique, on peut trouver que la somme des forces, qui est la force électrique, est nulle. Si la force électrique est nulle, qui est égale à Q fois le champ à l'intérieur de ce conducteur, le champ de ce conducteur est nul. Donc, alors, on parle maintenant de charge du champ autour du conducteur. Le conducteur ne contient pas du champ à l'intérieur. Mais le champ au voisinage de la surface externe, s'il existe, il doit être perpendiculaire à cette surface. Pourquoi? Parce que s'il y a une composante tangentielle, donc il y a une force tangentielle et donc les charges se déplacent. Alors, on parle aussi de conducteur en équilibre, veut dire que le conducteur forme un volume équipotentiel. Comment démontrer ça? On prend deux points à l'intérieur du conducteur, M et M', et on fait la circulation du champ entre M et M', dV est égal à moins EdL, avec dl égale à M', donc on trouve, puisque le champ est nul, dV égale à 0. dV égale à 0 veut dire que V est constant entre n'importe quel deux points du conducteur. Donc, le conducteur, tous les points ont le même potentiel, donc le conducteur est un volume équipotentiel. Bien sûr, la surface matérielle du conducteur fait partie du conducteur. Donc, tous les points de cette surface ont le même potentiel. Donc, les surfaces du conducteur, c'est des surfaces équipotentielles. Alors, on a aussi, en toute région du conducteur, si on prend n'importe quelle région, n'importe quel volume dans le conducteur, la somme, d'après la loi, d'après le théorème de Gauss, donc, la somme des charges égale à 0. Pourquoi? Parce que le champ est nul, donc le flux est nul, qui est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss. Donc, si on prenait une surface de Gauss quelconque à l'intérieur du conducteur, la somme des charges est égale à 0. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de charge, mais il y a des charges positives et des charges négatives. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Alors, on a dit que le conducteur ne contenait pas de charge à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne contient pas de charge à la surface externe. S'il est chargé, il doit porter ses charges sur la surface extérieure. Et donc, on se pose la question, ces charges distribuées sur la surface, comment vont-elles se distribuer? Est-ce que d'une façon uniforme ou comment? Alors, on va parler maintenant donc de pouvoir des pointes. On fait une petite expérience, on relie deux sphères de rayons différents, R1 et R2, par un fil conducteur de longueur infinie pour qu'il n'y ait pas d'influence de champ S1 provenant de S1 sur S2 et le contraire. Donc, puisqu'ils sont reliés par un fil conducteur, donc ils forment un volume équipotentiel et donc ont le même potentiel. En utilisant le théorème de Gauss, on peut choisir une surface de Gauss de telle manière à démontrer le champ. On peut trouver le champ égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. Q étant les charges à l'intérieur de cette surface de Gauss. Donc c'est la charge que porte la sphère. D'après la circulation du champ, que le potentiel autour de la sphère chargée Q est V égale à KQ sur R. Q, c'est la charge que porte la sphère. Et donc, pour la première sphère, VR1 est égal à KQ1 sur R1, la deuxième KQ2 sur R2. Alors, sachant que le potentiel V1 est égal à V2, donc on peut tirer que Q2 sur Q1 est égal à R2 sur R1. Si R2 est supérieur à R1, donc Q2 est supérieur à Q1. C'est-à-dire la charge que porte la sphère 2 est plus importante que la charge que porte la sphère 1.
soit sigma, la densité de surface sur la sphère, sigma est égal à Q sur S, elle est constante, elle est uniforme. Q donc est égal à sigma S avec S surface extérieure de la sphère. Donc S est égal à 4 pi R carré. Et comme Q1 est égal à sigma S1, Q2 est égal à sigma S2, on peut tirer une relation entre les densités. Les densités de charge, sigma 2 sur sigma 1, seraient égales à R1 sur R2. Et comme R1 est petite par rapport à R2, donc sigma 1 est supérieur à sigma 2. Donc, conclusion, donc les surfaces qui ont le plus grand, la plus grande courbure, c'est-à-dire le plus petit rayon de courbure, ont la plus grande densité, contrairement à la charge. Là, on a vu que la charge Q1, Q2 était supérieure à Q1, mais on a trouvé que sigma 1 est supérieur à sigma 2. Donc, ce résultat est appelé le pouvoir des pointes, c'est-à-dire les pointes dans les matériaux lorsqu'elles sont chargées, les surfaces, là où il y a les pointes, les charges sont plus importantes, c'est-à-dire quand il y a une surface, il y a une pointe, là il y a condensation de charge. Et la même chose pour les trous. Les trous, quand on fait une matière, on fait un trou, c'est-à-dire on coupe, on va voir ça. Et donc il y a une courbure importante, donc il y a une condensation de charge. Donc, on parle maintenant de capacité propre des conducteurs isolés. On a vu qu'une charge produisait une valeur grandeur vectorielle de champ et une grandeur scalaire de potentiel dans l'espace environnant. Si on dispose de alpha charge, donc une charge égale à Q fois alpha fois Q, donc le champ qu'elle produirait est égal à alpha, le champ que produisait la charge. Et le potentiel est la même chose. Donc on voit que le potentiel et la charge des conducteurs sont proportionnels. Cette proportionnalité peut s'écrire Q sur V égale à une constante. Cette constante, on l'a notée, c'est. Bien sûr, V sur Q, eh bien, ce serait la même chose. Enfin, ça, pas la même chose, mais il serait une constante. Mais on a fait Q sur V égale à une constante. Cette constante C est dite capacité propre d'un conducteur isolé. Donc, chaque conducteur isolé chargé a une relation entre le potentiel théorique du champ qui est la capacité propre. L'unité Taha, c'est Farad. Le Farad est une unité très grande.